Cette semaine, je vous emmène dans une véritable machine à remonter le temps. L'embarquement se fera à la maison rurale de Kutzenhausen au nord de Haguenau. En plein cœur de l'Outre-Forêt, cette ferme du 18e vous accueille et vous plonge une journée dans la vie d'une famille paysanne du début du siècle. Annie fait partie des précieux bénévoles qui mettent tout leur cœur à animer ce lieu. Au chaud, dans la Stube, elle prépare la fête de la Saint-Martin avec les enfants des environs qui défileront le soir du 11 novembre. Focus sur une fête ancestrale tombée dans l'oubli. Benoît et Martial allient produits du terroir et techniques du monde entier. Ils aiment faire la cuisine devant vous. Ils ont créé les performances culinaires. Régulièrement, ils donnent des cours à la maison rurale et avec eux, nous ferons 2 recettes simples et 2 saisons. Jean-Paul Le Jardinier prépare le printemps avec des bulbes de narcisse que vous pourrez peut-être gagner. Du côté d'ici, à la recherche de ses racines paysannes, c'est tout de suite. Bonjour Annie. Bonjour Caroline. Ce musée, c'est bien plus qu'un musée Annie, c'est pas votre maison, c'est la maison de Georges et Joséphine. C'est la maison de Georges et Joséphine qui ont vécu il y a une centaine d'années à peu près, voilà, vers les années 1930. Vous pouvez retrouver ici l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Non, ce sont les grands. Ma génération a encore vécu certaines choses, mais aujourd'hui, les enfants, ils sont complètement dépaysés quand ils arrivent ici. Quand on leur montre le pot de chambre qui est rangé sous le lit, c'est quelque chose de presque d'irréel pour eux, oui, comme vous dites. Le WC extérieur, ça, c'est sortir en chemise de nuit en hiver, c'est tout à fait exceptionnel et ils aiment quand même. Qui vivait ici, Annie? Donc le couple qui gérait la ferme vivait la cuisine, la Großstube-Lalkov ici. Le couple de jeunes qui était censé reprendre plus tard vivait au premier étage dans la Schenstube, avec une possibilité de loger leurs enfants dans la pièce d'enfants à côté. Et puis il y avait la chambre des personnes âgées qui vivaient aussi dans la maison, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de maison de retraite. Ou alors parfois c'était aussi un oncle ou une tante célibataire qui vivait avec la famille. Le frigo est à la cave? Oui, le frigo et aussi le panier à garnir. Puisque Joséphine, quand elle voulait, je ne sais pas moi, faire une soupe de légumes en hiver, c'est à la cave qu'elle allait s'approvisionner. On revient un petit peu aux sources, presque. Hein. Bon, je crois que le lave-vaisselle, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. On lavait la vaisselle avec l'eau qu'on cherchait au puits. C'est vrai que ce retour en arrière, personne ne le souhaite. Mais bon, parfois on arrive à dégager la valeur de l'eau dans ce sens-là. L'eau qui est gaspillée aujourd'hui et qu'on cherchait dans le temps au compte-gouttes presque, puisque chaque goutte qu'on versait, il fallait aller la rechercher au puits. Au puits s'il y en avait un dans la ferme, ou alors plus loin au puits communal. La particularité de ces fermes de l'Outre-Forêt, c'est quoi? Eh bien, par rapport aux fermes du pays de Hainaut, la particularité des fermes d'ici, c'est le portail. L'entrée, le portail qui est à claire-voie, ouvert, qu'on ouvre le matin, alors que dans le pays du Hainaut ou dans le pays du Korsberg, les grandes portes cochères sont fermées toute la journée. Bonjour Ernest. Bonjour. Ernest est bénévole ici, à la maison rurale, oui. Et vous êtes Monsieur Charon. C'est vous qui faites les charrettes? Oui, c'est les charrettes, oui. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est une roue? C'est le début d'une roue, c'est un rayon. Et puis le pas, c'est acacia. Combien de temps vous avez été charron, Ernest? Moi, j'avais fait 300 mois d'apprentissage. Et puis 1 an, j'ai travaillé sur le métier. Et ça vous a toujours passionné? Oui, c'est toujours mon plaisir. Ernest fera des roues aussi longtemps que son cœur le permet. C'est pour lui une bouffée d'oxygène qu'il aime partager. Il nous raconte que les paysans commandaient les roues à l'automne. Elles étaient donc fabriquées essentiellement en hiver et les réparations se faisaient au printemps.
la main? On fait beaucoup de choses. La plupart, on fait ça à la main. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait une charrette entière? On est fier de soi? Oui, ça c'est la fierté. Parce qu'on a fait notre métier. On a fait 300 qu'on a travaillé, apprenti là-dessus. Et il faut toujours être fier de ce métier. Annie, des choses étranges se passent au mois de novembre ici à la maison de Kutzenhausen, la maison rurale. Pourquoi toutes ces betteraves sculptées? C'est pas Halloween? Non, ce n'est pas Halloween. Nous remettons au goût du jour, disons, une ancienne tradition. C'est la Saint-Martin. Toutes ces choses-là se passent autour de la Saint-Martin, Qui est le 11 novembre. Donc le 11 novembre était férié bien avant la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. Voilà, et donc toutes ces traditions du mois de novembre ont un petit peu été occultées. Donc cette fête de la Saint-Martin, c'est quoi? C'est le début de l'hiver, la fin de la période de la récolte? Eh bien, le 11 novembre était lié à une série de traditions. C'était l'entrée dans l'hiver, dans la période hivernale. Les récoltes étaient terminées, les champs étaient pratiquement tous labourés. On vivait plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, c'est ça. C'était le moment des veillées. Alors c'est là aussi, quand les jeunes gens y rentraient, eh ben, ils faisaient peur aux jeunes filles. Ils évidaient les betteraves. On se faisait peur. C'était des jeux d'ombre et de lumière qui amusaient aussi les jeunes à cette époque-là. Cette Saint-Martin, on la fête donc beaucoup dans l'Alsace du Nord et de plus en plus les écoles participent. Il y a une activité lanterne aujourd'hui. Il y a une activité lanterne à la maison rurale. Nous sommes ici un centre d'interprétation du patrimoine. Donc, il s'agit de transmettre des traditions, il s'agit de transmettre des valeurs. Annie, pour vous, c'est important de voir revivre cette tradition de la Saint-Martin? Oui, je crois que nous avons des racines et je crois que si on est bien ancré dans les racines, on est bien dans sa peau. Et quand la nuit tombe, tous les 11 novembre depuis 19 ans, les rues de Lauterbourg se remplissent de cris d'enfants et de lampions. La fête de la Saint-Martin est de retour grâce aux motivations d'un seul homme, Antoine Raucher. Mais au fait, qui était Saint-Martin? Oui, effectivement, Martin, c'était donc un soldat, comme disait Antoine tout à l'heure. Et un soir, il a rencontré, il revenait du Ronde, je crois, oui. Et en rentrant presque jusque dans sa caserne, il aperçoit un pauvre. C'était en hiver, il faisait très froid. Et il a eu l'idée géniale d'aller vers lui et de partager ce manteau. C'était donc assez important à cette époque-là. Au début, il y avait environ une vingtaine de personnes dans les premiers Saint-Martin, quoi. Et là, ça devient presque envahissant. Le généreux Saint-Martin devient évêque à Tours et sera enterré le 11 novembre 397. À la différence de Halloween qui est une fête de la nuit et de la mort, la Saint-Martin est une fête de la vie et de la lumière que l'on fête aussi beaucoup en Flandre et en Allemagne. Les performances culinaires, vous connaissez? Benoît et Martial sont des cuisiniers qui travaillent sous vos yeux, loin des cuisines inaccessibles. Avec eux, repas rime avec partage. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors je suis très content de vous présenter Benoît et vous découvrirez Martial tout à l'heure parce que vous avez plein de choses à nous apprendre. Vous êtes un amoureux de cuisine, un amoureux du terroir et pour votre part en plus un diététicien. Donc c'est vous dire qu'on va apprendre des choses en sa compagnie. En plus le cadre est super. Hein? Oui, c'est vrai, on est à la maison rurale, c'est vraiment un chouette cadre. Ouais. Mais ça résume votre philosophie? Oui, un petit peu, disons, ça résume une partie de notre philosophie, donc tout le côté terroir. Alors aujourd'hui, on va faire une salade d'automne, c'est-à-dire ça va être une salade très claire, blanche, donc avec du chou blanc, de l'endive, du céleri rave, de la pomme Boskop,
qui va être aromatisé avec des noix et des raisins secs. Donc le raisin sec qui vient faire une petite touche de sucrosité. Et tout ça, ça va être assaisonné à l'huile de noix, et avec un petit peu de jus de citron et de fleur de sel simplement. Parle-nous un petit peu des ingrédients régionaux que tu as choisis, l'huile de noix par exemple. Oui, l'huile de noix, donc c'est une huile de noix qui vient de Pfaffenbronn, de la commune de Lembach, donc dans la vallée de la Sauer. Et c'est un monsieur qui fait ça dans un moulin qui existe depuis plus de 200 ans et qui est vraiment intact. Et c'est vrai que la plupart de nos produits, on travaille vraiment avec 80% de produits de producteurs locaux. Et moi, je préfère acheter une carotte qui soit pas bio, mais d'un petit producteur de Haguenau, plutôt qu'une carotte labellisée bio, mais qui soit trimballée depuis l'Espagne. Qu'est-ce qui est sain dans la salade qu'on a fait aujourd'hui? Ce qui est sain, alors d'une part, c'est une salade crue. Et le fait d'être cru, on peut dire que quelque part, c'est une salade vivante, hein, parce que les produits sont encore en train d'évoluer. Une pomme qui a été cueillie il y a peu de temps, qui n'a pas passé beaucoup de temps en chambre froide ou quoi, elle contient encore plein d'enzymes, plein de vitamines, plein de choses comme ça qui vont disparaître au fur et à mesure du temps de conservation. Et puis après, dans la salade elle-même, eh ben, on a donc une huile de noix qui est très riche en oméga 3. On a de la fleur de sel qui est quand même un sel plus chouette que le sel classique, hein, que le sel blanc qui est vraiment assez affreux au niveau de la santé. Et puis voilà, après les fameux 5 fruits et légumes par jour, ben là on y est presque dans la salade. J'ai hâte de la déguster, votre salade, Benoît. Dans quelques instants, on retrouve Martial pour son carpaccio de fromage de chèvre. En attendant, c'est Jean-Paul qu'on retrouve à Mulhouse pour ses astuces jardin de la semaine. Et on retrouve nos cuisiniers à la maison rurale de Kutzenhausen. Jean-Paul, est-ce que nos téléspectateurs ont été gentils cette semaine? Ils étaient très très gentils, enfin pas tous, on donnera des noms après. Eh bien ça tombe bien parce qu'on va leur faire gagner des bulbes. Oui, alors tout un coffret de bulbes dans les tons blancs, dans les tonalités blanches, vous voyez, avec plein de fleurs superbes. C'est des bulbes, donc tout le coffret qui est offert par le Centre d'information des bulbes à fleurs. Dedans, bien sûr, des tulipes. Ah, il y aura quand même une tulipe qui s'appelle Greenland, qui a une fleur qui est un peu rosée. Des camassia qui, eux, on en parlera bientôt, sont bleutés, bien qu'il existe des variétés blanches. Il y a de l'allium aussi. Il y a les muscari qu'on a vu la semaine dernière. D'autres tulipes, Spring Green, qui, elle, est blanche et légèrement verte. Et là, bien sûr, il y aura aussi ce superbe narcisse qui s'appelle... Le narcisse Ice King, voilà. Le roi de la glace, le roi de la glace. Alors c'est un narcisse qui est vraiment très particulier, ça c'est son petit bulbe, qui va développer une tige d'à peu près 30 à 40 cm de haut. Et là, super, parce qu'il y a beaucoup de variétés. Celle-ci est blanche, c'est-à-dire la corolle est blanche, et l'intérieur très double, c'est-à-dire il n'a pas une trompette, mais plutôt un intérieur qui est très double et qui est d'une couleur jaune clair. C'est vraiment très joli. Alors ce narcisse, vous pouvez le planter dans le jardin, en massif, en compagnie de tulipes, par exemple. Vous pouvez le planter en bordure. J'adore, dans un jardin, quand on a une bordure de narcisse, ça fait vraiment un printemps extraordinaire. Ice King, bon, comme tous les narcisses, c'est le début du printemps, c'est mars, c'est au mois de mars. C'est assez tôt, c'est assez précoce, les narcisses. C'est vraiment quand on en a envie, là. Puis on peut faire des beaux bouquets. Alors, un petit conseil, si vous faites des bouquets de narcisses, c'est très bien, mais ne mélangez pas vos bouquets avec des tulipes ou avec d'autres plantes à bulbes qui auront fleuri, parce que le narcisse, ça a une sorte de substance dans sa sève qui empêche les concurrentes de bien se développer à côté. Ah oui, il aime bien l'autonomie. Alors si vous voulez gagner ce petit bulbe de narcisse, eh bien vous répondez à la question suivante. Ce narcisse s'appelle Iceberg, Ice Tea ou Ice King? Vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez à l'adresse qui s'affiche avec vos coordonnées et vous gagnerez peut-être ce coffret magique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Caroline. Salut. De retour à Kutzenhausen à la maison rurale dans notre belle vieille cuisine et cette fois-ci c'est Martial qui s'y colle avec un carpaccio de fromage de chèvre. J'en salive déjà. Bonjour. Alors oui, on va faire un carpaccio de fromage de chèvre. Alors déjà c'est du fromage de chèvre d'Obersteinbach, c'est un fromage de chèvre au lait cru. Donc c'est très important pour un fromage de choisir un fromage au lait cru. Côté santé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique. Après, on va prendre des betteraves qu'on a cuit à l'eau, des betteraves de petits producteurs. Voilà, et ainsi de suite. On va pouvoir faire vraiment en quinconce. Après, pour tout ça, on va assaisonner ça avec une touche de fleur de sel. Voilà, le petit clin d'œil à l'Orient qu'on va faire, c'est le cumin.
les amandes avec de l'huile d'argan. Alors c'est une huile très très parfumée. Pour adoucir un peu tout ça, juste avant j'étais à côté chez un apiculteur pour chercher du miel d'acacia de Monsieur Eichenlaub. Et voilà, quelques petites graines germées pour la décoration, mais aussi pour le goût. C'est une graine germée d'ail et en même temps qu'elles soient un peu fortes pour relever tout ça, c'est quelque chose de très sain à manger. Quelle est ton histoire? Tu as travaillé pour des particuliers, pour des millionnaires? Oui, alors après tous mes voyages et toute ma formation gastronomique, j'ai un peu fini mon parcours il y a 2 ans en travaillant entre la Suisse et les États-Unis d'abord, et j'ai fini comme chef de cuisine de la reine du Qatar. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté de faire une cuisine, déjà de me faire à manger pour la même personne tous les jours. C'est quelque chose de très très difficile parce que là, il faut vraiment renouveler toutes ses recettes, tout son savoir-faire, en même temps d'avoir toutes les exigences d'une reine, mais en même temps en ayant tous les moyens d'une reine. Donc il y avait vraiment des moyens illimités. On pouvait vraiment aller dans l'utopie d'une certaine cuisine tout en devant satisfaire vraiment la perfection d'une reine, quoi. Tu lui as fait découvrir l'Alsace? J'ai essayé, j'ai fait des tartes flambées avec sans cochon, mais avec des viandes de poulet fumées ou certains légumes fumés. Et j'ai même fait de la choucroute. J'ai fait ma choucroute moi-même au Qatar et je lui faisais des petites salades de choucroute. Voilà. Et bien voilà, vous savez tout sur cette maison rurale à Kutzenhausen, en plein cœur de l'Outre-Forêt. On y mange bien, il y a des ateliers pour les enfants et puis tout simplement on peut s'y installer, rêver. C'est un petit peu une machine à remonter le temps, je vous l'avais dit en début de cette émission. Vous pouvez la revoir sur le www.alsace20.tv. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.